Et bah voilà, nous sommes encore de retour. Nous sommes là toutes les semaines en ce moment. Qu'est-ce qui nous prend? Je ne sais pas. C'est nous, c'est Bug. Nous sommes toujours la même fine équipe. Il y a Grumpy Seb. Salut Grumpy. Allô Seb? Oui, pardon, je vous préparais quant à ma participation du jour. Très bien, effectivement, tu auras un salaire fictif, enfin un emploi fictif ce soir. Et Bastien, salut Bastien. Hey, hey, salut à vous, chers auditeurs, Et chéris de auditrice. nos cœurs, ouais, et auditrices. Ouais. Ça va les gars? Bah écoute, On fait aller, j'ai mangé ma petite tomate, donc je suis paré. Très bien. moi je me suis préparé un petit punch pour parler tranquillou de cette 3e saison de Twin Peaks, histoire d'être dans l'ambiance. Effectivement, le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, c'est la saison 3 de Twin Peaks de notre ami David Lynch et de son compère Mark Frost. Pardon. Donc on va faire un petit débriefing avec l'ami Bastien et en conclusion de l'émission, on reviendra plus largement sur certaines seasons finales qui nous auront soit frustrés, soit déçus. Et donc là, à ce moment-là, on réveillera Seb de sa léthargie. Et on aura, si on a le temps, on aura également une petite nouvelle rubrique qu'on vous concocte avec beaucoup d'amour, qui va s'intituler la rubrique Café du commerce. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Donc on va commencer tout de suite avec ce season final, enfin même cette saison 3 de Twin Peaks. Donc Bastien, tu l'as vu, en un mot, juste un mot, vas-y. Waouh. Incroyable. D'accord. Seb, en un mot, même si tu ne l'as pas vu. Caca, parce que Lynch. Bon, donc on va tout de suite replacer le délire. Et dans Tony, le en un mot. contexte. Ah, en un mot, démentiel. Je pense que démentiel colle pas mal. Ok. Donc, faut replacer dans le contexte. Twin Peaks, ça date des années 90, tout début des années 90 pour les 2 premières saisons. Faut replacer un peu dans le contexte. À l'époque, les séries américaines, même s'il y a eu quelques essais qui n'ont pas duré trop dans le temps, c'était quand même beaucoup basé à base de soap opéra, de sitcom. Enfin voilà, il n'y avait pas encore l'âge d'or de la série télé, c'était même bien avant. Même si je pense que Profit se situe dans les mêmes années, Bastien, tu confirmes, non? Ça doit être à peu près ça, hein? Ouais, ça doit être un petit peu après Profit quand même. Ouais, 93 et je crois que Twin Peaks c'est 91 et 92. Mais bon, Twin Peaks fonctionnait, ce que Profit n'a jamais eu, il n'y a pas eu de succès derrière. Hein. Voilà. Il n'y a pas eu le même impact. Ouais. Twin Peaks a tenu 2 saisons, Profit a tenu 6 épisodes, je crois, ou peut-être même un peu moins. Mais donc voilà, Twin Peaks, David Lynch qui était déjà un cinéaste installé à l'époque, parce qu'il sortait quand même, donc après les années 90, il y a déjà eu Blue Velvet, il y a déjà eu Elephant Man, il y a déjà eu Dune, Eraserhead forcément, qu'est-ce qu'il nous avait fait encore? Sailor et Lula, donc la Palme d'Or était déjà juste avant Twin Peaks. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc le mec, à l'époque, il marchait un peu sur l'eau, il faisait ce qu'il voulait. D'où les coups des franches qu'il a eu sur Twin Peaks, à tort ou à raison d'ailleurs. La chaîne, c'est ABC qui diffusait ça aux États-Unis, si je me trompe pas. Ouais. Donc se lance dans le projet comme adjoint et il s'associe avec Mark Frost. D'ailleurs, précisons que quand on parlera de Lynch, à chaque fois, il faut aussi entendre Mark Frost derrière. On ne va pas répéter à chaque fois les deux. Hein. Effectivement, les deux sont assez indissociables, même si j'imagine que sur la saison 3, on va aborder ça un peu après. Ouais. Mais effectivement, donc sur les 2 premières saisons, les 2 compères vont lancer un truc qui va, je crois que, n'ayons pas peur des mots, révolutionner un peu la série télé américaine. En gros, il place une intrigue policière assez classique avec la mort d'un personnage et ensuite ils vont tisser tout autour de ça une trame des plus pareil, rien de foufou avec un wood unit, savoir qui a tué le personnage de Laura Palmer. Voilà. Donc désolé, je vous ai spoilé le tout premier épisode de la première saison, peut-être même la première séquence. Donc avec la découverte du corps de Laura Palmer, et donc là, on va dire que la première saison dans son intégralité et une partie de la 2e saison se concentreront essentiellement sur qui a tué cette fameuse Laura Palmer. Donc autour de ça,
Lynch va créer et Frost, ça va être pénible ça, c'est vrai qu'effectivement je vais avoir le réflexe de répéter Frost à chaque fois. Donc ils vont créer tout autour de cette histoire une galerie de personnages complètement azimutés. L'excellentissime Kyle MacLachlan dans le rôle de Dale Cooper, l'agent du FBI Dale Cooper. Après il y a surtout des acteurs qu'on ne connaît pas trop. Faut bien l'avouer, à l'époque ils étaient plus ou moins, je dirais même qu'ils étaient plus inconnus et même après la plupart n'a pas fait grand chose derrière Twin Peaks. Sherilyn Fenn un peu, Lara Flynn Boyle pardon, et Meg Chanemick pour les trois actrices qui ont un peu une carrière derrière, même si c'est un peu limité. Et donc voilà, c'est des galeries de personnages complètement baroques et loufoques. On avait déjà un côté très humoristique dans les 2 premières saisons, de l'absurde, beaucoup d'absurde. Et donc cette enquête policière qui va s'étaler sur les 2 saisons. Donc surtout la première partie jusqu'à la première partie de la 2e saison, où là on aura la révélation de l'identité du tueur de Laura Palmer, qu'on ne vous divulguera pas. Qu'on ne le divulgachera pas, plutôt, comme on dit maintenant. Sauf si Seb a décidé de nous casser les couilles. J'ai pas encore été voir sur internet, mais je vais pas tarder. D'ici la fin de l'émission, promis. On te bipera, pardon. Et donc voilà, et ensuite la fin de seconde saison va aborder un autre mystère, Windom Earl, le fameux Windom Earl, qui donc lui occupera l'intrigue principale jusqu'à la fin de cette saison. Et en dépit de scores d'audience, on va dire plutôt médiocres, la chaîne a décidé d'arrêter le délire parce que Lynch prenait un peu, il repartait un peu dans les caractéristiques de son cinéma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça on va en discuter après. Et donc la chaîne a dit là niet, ça suffit, on est en train de perdre les gens. Et s'ensuit donc un sommeil, un hiatus de quasiment 25 ans, puisque nous sommes maintenant en 2017 et que donc nous avons la saison 3 de Twin Peaks, qui n'est pas une suite comme ils ont incité tout au long de la promo, mais le retour, The Return en anglais. Donc avant d'aborder cette saison 3, Bastien, j'ai oublié quelque chose? Tu veux rajouter des trucs sur les 2 premières saisons? Ce qu'on aurait pu ajouter, c'est que la saison 2, aussi le moment où la série s'est écroulée, Lynch a priori n'était vraiment plus trop derrière les commandes de la série. Et c'est ce qui aussi expliquerait le fait qu'il renie un peu la deuxième moitié même, je crois, de la série. La partie Windom Earl? Ouais, la partie Windom Earl. Apparemment, Lynch n'a pratiquement rien à voir et il était vraiment revenu pour le season final. Ouais. Là, pour le coup, oui, il portait bien sa patte. Ouais. Et du coup, après, il y a eu le film aussi. Effectivement, le film Firewalks With Me, qui est sorti quasiment dans la foulée de ces 2 saisons, ou un petit peu après. Les 7 derniers jours de Laura Palmer, voilà. Qui en fait se passe avant la saison 1, en fait. Mm-hmm. Et après, toujours cette fameuse question, est-ce qu'il faut avoir vu le film ou la série avant? Moi, je serais plutôt d'avis qu'il faut quand même avoir vu la série, parce que sinon ça vous grille... Direct, 1 saison et demie quasiment. Ouais, c'est ça, un mystère. Et puis... pour ceux qui détestent, c'est un très très bon moyen pour éviter de se taper 1 saison et demie de la série. Après, le film n'est pas du tout représentatif des 2 saisons de Twin Peaks. Là, pour le coup, le film est très lynchien. Ouais. La série l'est beaucoup moins quand même. Tu veux dire chiant, c'est ça? Donc je vais ajouter Lynch, Mark Frost et chiant pour faire plaisir à Seth, d'accord? Merci. Et donc le film sera capital par contre pour la saison 3 quand même. Il y a beaucoup d'éléments qui seront réutilisés et qui sont dans le film. Donc à la question aussi de savoir est-ce qu'il faut avoir vu la saison 1 et la saison 2 avant d'entamer la saison 3, moi j'ai envie de dire oui, vraiment. C'est impossible de regarder cette saison 3 sans connaître la série avant. Disons qu'on perdrait un petit peu en séquence plaisir, j'ai envie de dire. Ouais. Des petites madeleines de Proust que Lynch... est-ce qu'il nous les lâche pour nous faire plaisir ou est-ce qu'il les lâche pour se faire plaisir? Là, la question est un peu
et un peu posé. Parce que je sais que le traitement de ces anciens personnages a beaucoup divisé la communauté des fans de Twin Peaks. Mais on va pas encore aborder ce sujet-là. Ce que je voulais revenir aussi quand même sur les 2 premières saisons de Twin Peaks qui sont vraiment, moi je les trouve absolument géniales parce que je les trouve très drôles. Je trouve qu'il y a tout ce que j'aime dans ces 2 premières saisons. Il y a du bizarre, il y a du loufoque, du fantastique. Il y a des passages qui sont très flippants. Moi je me souviens m'être dit quand même que les passages étaient assez impressionnants et vraiment. Il y avait de l'effroi qui passait. Et puis surtout, les codes du soap étaient plutôt pas mal détournés. Moi, je trouvais ça plaisant à voir. Bon, effectivement, après, la partie Windom Earl cassait un peu le truc, mais moi, je trouvais ça toujours plutôt cool. Et voilà, donc après je ne les ai pas vus à l'époque où ça a été diffusé, vu que nous étions encore en culotte courte, mais même les avoir découvertes plus tard, franchement, je trouve que je les ai revues même très récemment, elles tiennent encore super bien la route. Et donc voilà, après cette saison 3 qui arrive après 25 ans, voilà, la horde de fans était aux anges et était prêt à prendre cette nouvelle saison comme un plaisir immense. Et on peut le dire, je crois maintenant, la douche froide a été assez conséquente pour une bonne partie de ses fans. Ouais. On avait fait une chronique de toute façon, nous, quand on avait vu les 4 premiers épisodes de la saison 3, je crois. Et j'avais dit à l'époque qu'il était bien difficile de savoir où on allait avec cette saison 3 au bout de 4 épisodes. Et j'ai envie de dire, en fait, après 18 épisodes et la totalité de la saison, on ne sait pas toujours où on a été. Exactement. Va falloir... Je vais me permettre de m'introduire, parce qu'on en avait parlé en effet des 4 premiers épisodes, mais je me souviens plus si on avait évoqué pendant l'enregistrement ou après pourquoi la série la saison 3 divisait autant. Parce qu'il y en a qui crient au chef-d'œuvre et d'autres qui disent que c'est une merde absolue, immonde et indigne de la série. Et tu nous demandes pourquoi c'est ça ? Si vous avez une petite idée maintenant, mais vous faites tous les 2 parties de la catégorie, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc si tu veux, je sais pas si vous pouvez avoir le recul nécessaire pour comprendre les détracteurs. Je pense que les détracteurs ont eu tout simplement, ils attendaient complètement autre chose de la série que Lynch a refusé d'emblée de leur donner, quoi. Ils s'attendaient à revoir Twin Peaks, tous les personnages tels qu'on les connaissait et compagnie, sauf que Lynch ne fait ça à quasiment aucun moment. Alors pour situer Seb, le personnage de Dale Cooper, donc interprété par Kyle MacLachlan, dans les 2 premières saisons de Twin Peaks, c'est un agent du FBI, mais absolument génial, très perspicace et compagnie. Qui boit du café. Qui mange de la tarte à la cerise, il a de apple pie. Et donc voilà. Et dans cette saison 3 de Twin Peaks, il y a Kyle MacLachlan, sauf que il n'est pas Dale Cooper jusqu'au 16e épisode sur 18, c'est ça? C'est ça, il est privé de Dale Cooper pendant quasiment 16 épisodes. Il interprète un doppelganger maléfique de Dale Cooper. Et il interprète Dougie Jones, une sorte de personnage un peu à la Jacques Tati, un personnage complètement lunaire, complètement décalé, qui a très peu de lignes de dialogue et qui n'est pas du tout en phase avec la réalité. L'innocence même. Voilà, l'innocence même, un clown, une sorte de clown muet, comme quasiment tous les clowns, mais... Et donc voilà, et déjà pour moi c'est assez symptomatique de la démarche de Lynch, c'est que le personnage de Dale Cooper, il le fait revenir 2 épisodes de la fin. D'ailleurs très beau retour, j'ai beaucoup apprécié la façon dont il le faisait revenir. Et donc au-delà de ça, les autres personnages emblématiques de la série, on les voit par petites touches. Il y a la fameuse Audrey Horne, dont elle aura une storyline dans cette saison 3, mais voilà, sans trop divulguer, c'est pareil, je me demande à quoi elle sert. Tu as une explication peut-être, Bastien? Non, il va falloir que j'analyse encore ce passage de la série, je pense. Là, pour le coup, effectivement, de tous les personnages de l'ancien Twin Peaks, que Lynch et Frost chiant. Donc...
font revenir. Le personnage d'Audrey Horne est pareil, c'est très bizarre. Après, il fait revenir les personnages de Norma, le personnage de Bobby, de Hawk. Il fait même revenir le frère d'un des personnages principaux des 2 premières saisons. Il fait pas revenir le personnage en question, le shérif Truman, mais il fait revenir son frère. Enfin, il fait venir son frère, du coup. Et ça fait une sorte de private joke tout au long des épisodes en disant c'est vous le shérif Truman, et il fait non, moi je suis son frère. Donc voilà, c'est le genre de petit truc que Lynch et Frost, chiants, se sont amusés à c'est insupportable, se sont amusés à faire tout au long de cette saison 3. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison 3 ? L'intrigue policière n'a plus rien à voir avec le meurtre de Laura Palmer jusqu'à l'épisode 17. Jusqu'à 30 minutes de la fin. C'est à peu près ça. On part sur autre chose avec donc Matthew Lillard, notre ami de Scream, pour ceux qui ont souvenir de Scooby-Doo aussi. De Scooby-Doo. Oui, Sammy. Qui donc interprète un personnage dans cette saison 3. Et donc lui est greffé à une intrigue policière dont, pareil, est-ce qu'on a le tenant et l'aboutissement de cette intrigue policière ? Pas particulièrement. Mais ça va permettre à Lynch de jouer avec, et c'est là où je trouve que la saison 3 est assez exceptionnelle, avec toutes ces thématiques et tous les trucs de son cinéma. Pour moi, la saison 3 de Twin Peaks, c'est la somme de l'œuvre filmique de Lynch. On retrouve du Lost Highway, on retrouve du Mulholland Drive. Alors après, c'est pour le meilleur et pour le pire. Clairement, on va revenir là-dessus, mais on retrouve même un peu de Inland Empire, et Dieu sait qu'Inland Empire, pour mon seul visionnage, ça a été une souffrance très très pénible. On retrouve du Lynch qui est plus classique, on va dire, qu'on a dans Une histoire vraie, qui est pour moi un très très grand film et totalement oublié et très sous-estimé. On a aussi forcément du coup le Lynch un peu de Elephant Man dans le traitement de l'émotion, parce qu'il y a quand même des séquences dans cette saison 3 de Twin Peaks qui sont extrêmement touchantes, et c'est l'intelligence de Lynch Frost chiant qui joue avec ça. Ils ont pris conscience qu'ils avaient certains de leurs acteurs qui étaient là on va pouvoir un peu le divulguer, je pense, malheureusement, qui étaient en fin de vie. Je vais pas donner quels acteurs sont décédés en cours de tournage ou quoi que ce soit, mais Lynch leur a fait tourner des séquences. Ce serait un spoiler. Lynch leur a fait tourner des séquences, et il ne cache absolument rien justement de leur état. Et il les filme, et il leur fait jouer des séquences des séquences d'adieu, et des trucs très très tendres, très. Enfin, moi je trouve ça vraiment extrêmement touchant. Donc le personnage de Miguel Ferrer a même lui aussi le droit à son petit coup de son petit au revoir, on va dire. Il y a la dame à la bûche. La dame à la bûche, ça te parle, ça non? Ouais, c'est ma mère. Et ben. Oui, j'ai l'impression d'avoir vu ça quelque part. Parce qu'en fait, j'avais vu le pilote il y a bien des années, donc ça me dit quelque chose. Oui. The Log Lady, donc une vieille dame qui a une bûche qui lui parle et qui dit plus ou moins la vérité, qui dit la vérité, un peu la voix de la raison de la ville de Twin Peaks. Et donc voilà, donc ça c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une œuvre somme dans la carrière de Lynch. Parce qu'il y a vraiment, il y a ça, il y a les deux faces de Lynch, la face expérimentale, trip et compagnie, et la face plus humaine, on va dire, qui est peut-être la moins connue de son cinéma. Enfin, disons que c'est pas pour celle-là qu'on retiendra ses films, je pense, peut-être à tort, mais donc voilà, il y a ça dans cette saison 3. Et là-dessus, je pense que du coup, Lynch, de toute façon, il a réalisé tous les épisodes, contrairement aux 2 saisons du Twin Peaks d'avant. Là, les 18 épisodes sont réalisés par Lynch. Donc déjà, on peut voir ça comme une sorte de film de 18 heures. Ça te donne envie, Seb, hein? Oh, à fond. Je suis tellement fan du mec. Et donc voilà. Et après, forcément, on retrouve les acteurs réguliers de Lynch. On retrouve Laura Dern qui va venir. On a déjà parlé de Kyle MacLachlan. Miguel Ferrer qui était déjà dans les 2 premières saisons de Twin Peaks. On a quand même un casting de dingue dans cette saison 3. On a Tim Roth et Jennifer Jason Leigh qui font
des personnages de tueurs qu'on pourrait qu'on pourrait croire sortis d'un film des frères Cohen ou de Breaking Bad. Enfin, d'ailleurs, les deux sont suffisamment liés, mais bon, on va pas digresser. On a David Bowie en théière. On a Monica Bellucci. Enfin voilà, on a vraiment un casting de Maboule. Et donc une partie des anciens acteurs des premières saisons. Donc là, Bastien, je te laisse parler un peu du truc. Je suis toujours dans l'analyse, moi, de cette saison, parce qu'il va falloir quand même spéculer beaucoup, comme on le dit à chaque fois, mais chacun pouvant y interpréter un peu ce qu'il veut sur certains points, notamment sur la pertinence de certains arcs narratifs et de personnages. Quel était le but de leur présence? Amanda Seyfried, si tu nous écoutes, par exemple. Oh putain, je l'avais oublié. Kyle MacLachlan, vraiment formidable dans cette saison, il faut le souligner quand même. Le mec a dû s'éclater quand même au tournage à jouer tous ces mêmes versions d'un même personnage. Ouais. Et on sent que lui, c'est quand même un vrai acteur à la base, ce qui n'est pas le cas de certains qui n'ont pas tourné depuis un petit moment, et ça se ressent du coup maintenant. Genre celle qui fait Sarah Palmer, la séquence de dans le bar, dans le supermarché ou même dans le bar. Je pense qu'après c'est aussi voulu par Lynch puisqu'il a finalement gardé ce jeu-là. Ces acteurs. Mais c'est vrai que tu te dis c'est pas possible ce jeu d'acteur, c'est totalement grotesque. Mais après effectivement c'est aussi avec le rôle qu'il veut nous transmettre ça. Donc du coup c'est intéressant. On a aussi le droit cette saison à ce que je considère aujourd'hui comme la scène la plus what the fuckest de l'histoire de la télévision et du cinéma, tout médium confondu. Je voulais m'arrêter là-dessus et essayer d'expliquer ça à Seb. Tu parles pas de la séquence où le mec passe le balai dans un bar pendant à peu près 3 minutes en plan séquence en plan fixe. Il l'avait déjà raconté. Non mais là je vais essayer d'expliquer donc à quelqu'un qui ne connaît pas la série. Et là, c'est forcément passé pour un grand malade, parce que peu importe où tu commences à raconter cette séquence, tu passes vraiment pour un fou. Donc, c'est dans l'avant-dernier épisode, Seb. Et donc, notre ami Mr. C, qui est donc le doppelganger de Dale Cooper, donc le doppelganger, c'est la version maléfique du personnage, va mourir. Et en fait, donc, tu as des hommes des bois clodo qui commencent à lui ouvrir le corps pour essayer de le ressusciter. Et en fait, de son corps va sortir une boule maléfique. Et en fait, cette boule maléfique a le visage de Bob. Et Bob, c'est en fait la représentation du mal dans Twin Peaks, qui est incarné par Frank Silva, qui en fait était le mec qui était l'accessoiriste de Twin Peaks, qui en fait a rentré dans un plan dans la première saison. Ils se sont dit ce mec là faut qu'il soit acteur, donc ils en ont fait le méchant de Twin Peaks. Et donc tu vois cette boule maléfique qui commence à attaquer les personnages de Twin Peaks avec le visage de Bob. Sauf que dans cette pièce là tu as un personnage qui a sur la main droite ou gauche, je ne sais plus. J'avais oublié. Qui a quoi sur la main? Il porte un gant de jardinage. Parce qu'en fait, voilà. Un gant en latex. Parce qu'en fait, dans un de ses rêves, il y a un géant qui lui a dit qu'il fallait qu'il porte ce gant, ça allait lui donner un super pouvoir et que ça allait lui servir. Et donc, il comprend que c'est sa destinée en fait d'affronter cette boule maléfique. Donc, bien sûr, tu as un combat donc avec cet homme au gant en latex contre une boule. Et donc, ils se battent tous les deux. Après, le sol. S'il faut préciser quand même, c'est que donc le mec avec le gant latex, du coup, son poing, c'est le poing le plus dévastateur de l'univers. Genre, il met un coup de poing dans un mur, le mur explose. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est mieux qu'Iron Fist, quoi. Ouais, voilà. Sauf que là, c'est un gant Malpa ou. Et donc le sol s'ouvre, genre les ténèbres, il y a des flammes qui sortent et tout. Mais finalement, à force de coups sur la boule, elle explose et tout est bien qui finit bien. D'accord. Bon, je vais m'arrêter là parce que. D'accord. Reprends un coup de punch. Enfin, moi, ça a l'air marrant, quoi. S'ensuit une séquence où tu as le visage de Dale Cooper greffé sur l'écran pendant 5 minutes. En fond. D'ailleurs, j'ai lu que des gens avaient cru que c'était leur VLC qui déconnait. C'est vrai que c'est. Et en fait, pour apprécier Twin Peaks, il faut être aussi défoncé que Lynch, j'ai l'impression. C'est un argument qui revient souvent, ça. Après, ce que j'ai noté aussi, moi, donc, dans cette saison,
Ce que j'ai aimé, c'est forcément aussi, il faut parler de l'épisode 8, qui a quand même un petit peu cassé l'internet au moment de son arrivée. Véritable chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre qui, moi, personnellement, me marquera, je pense, pendant longtemps. C'est difficile de l'oublier. Ouais. J'avais en plus, je le regardais dans des conditions où c'était sur PC avec le casque audio sur les oreilles. Et là, j'en ai vraiment pris plein les yeux et les oreilles. Lynch m'a totalement explosé le cerveau avec sa bombe atomique. Faut me voir après la fin de cet épisode où j'étais tout seul dans mon salon dans la nuit en train de faire les 100 pas pendant 20 minutes avant de me poser. Je savais plus ce que je venais de me prendre dans la gueule et il fallait un temps pour que je m'en remette. Parce qu'un morceau comme ça à la télé, tu en as quand même extrêmement rarement, surtout quand c'est fait avec une telle maîtrise. Je trouve que tu sens que c'est pas n'importe qui est derrière, qu'il y a un mec qui sait faire quand même des images et les faire vivre surtout. Et donc c'est un trip pour tous les sens, à part peut-être pour l'odorat, j'ai rien eu à ce niveau-là. Mais c'est vraiment d'une beauté artistique unique. Alors que le sujet principal reste, je pense, la naissance du mal. Et donc rendre beau ce qui est moche, c'est pas une mince affaire, je crois. Il suffit de voir peut-être le cul de Kim Kardashian pour s'en convaincre. Donc ce que fait Lynch quand même, c'est assez fort. Il y a aussi cette fin d'épisode avec Ed qui regarde des voitures défiler depuis son bureau. Et ça aussi, c'est une fin que j'ai trouvée extrêmement, extrêmement puissante. Où tu vois c'est un ancien personnage qu'on voyait dans les 2 premières saisons, Big Ed, donc c'est pour ça. Et là, le mec attend calmement, comme ça, dans le silence, et ça en dit extrêmement long sur le personnage. Et c'est d'une intelligence folle. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée que chaque épisode se terminait quasiment sur une petite musique au bar de Twin Peaks. Contrairement à beaucoup de gens qui reprochaient justement ces séquences-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça aussi, ça a fait, ça a divisé beaucoup les gens. Il y en avait qui trouvaient ça insupportable. Moi aussi, je trouvais que c'était plutôt sympa. Je trouvais que ça n'avait rien à faire là et qu'il y avait un côté mercantile au final à utiliser des musiques parce qu'on sentait arriver le truc à la fin de la série, t'auras un CD à aller acheter chez tous les bons disquaires du coin. Alors que moi, je trouve que justement, ça donnait vraiment une ambiance et un style à cette saison. Alors tu le disais, Lynch quand même restait extrêmement drôle aussi dans cette saison, comme dans les 2 premières. Faut jamais oublier que Lynch est quand même quelqu'un de drôle. On peut même le voir pour ceux qui ont vu la série de Louis C.K. Louis. Il avait un petit rôle dans un double épisode, à mon souvenir. D'ailleurs, c'est dommage que Louis C.K. ne fait pas une petite apparition de revoir d'ascenseur dans cette saison 3 de Twin Peaks. Après, j'ai envie de dire, sur cette saison, combien d'œuvres aujourd'hui peuvent se targuer quand même d'éveiller autant de choses en nous. Parce que même si c'est vrai que la saison n'est pas parfaite, qu'il y a des trucs qui sont... il y a un ventre mou quand même, on est assez d'accord sur ce point-là. Il y a 2-3 épisodes où ça ronronne un peu. Autour du 9, 10, 11. C'est ça. Même si c'est un peu raté par moment, et que cela veut pas forcément effectivement dire grand-chose, mais il y a tellement d'idées et de moments, moi, où ça fut une expérience extrêmement incroyable. Moi, j'ai envie de dire vraiment déjà merci aux mecs de Showtime. Vous êtes des tarés d'avoir diffusé ça et d'avoir donné les coups des franches à Lynch. Je crois que l'audience a stagné autour des 300 000 spectateurs à la fin. Donc, c'est extrêmement peu. Et c'est marrant parce que du coup, on a l'impression d'appartenir à une petite société secrète. Et genre, nous, on a vu tout. Et j'aime bien effectivement. On aime bien ça. On aime bien. Non, même Seb, il l'a pas vu alors que pourtant, il s'en enfile des merdes. Ouais. Mais en toute bonne foi, je voulais rattraper le truc, parce que les 2 premières saisons étaient sur Netflix, donc je les ai mis de côté, et je m'étais dit, je vais regarder ça, et quand j'ai ouvert Netflix, il n'y avait plus. Ouais, donc voilà, j'étais vraiment parti de bonne foi, je comptais au moins regarder la première saison pour vraiment me faire une idée, et au revoir, j'ai pas pu. Bon, ça reviendra. Donc, voilà. Après, du coup, j'ai envie de parler aussi du season final, Tony, si t'es chaud carrément pour le truc. Bon, c'est assez risqué du coup de se lancer dedans. Ouais. Alors, attends, moi je vais juste dire un truc à ce niveau-là, c'est que donc l'épisode 17, c'est très pareil, c'est très symptomatique du cinéma de Lynch. Il y a des effets spéciaux avec donc on a parlé de la boule et compagnie. C'est vraiment du Lynch pur jus. Et le 18, c'est complètement différent. C'est un ordinaire extraordinaire, on va dire, le 18, et il joue sur des artifices, mais que Lynch n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est pour ça qu'on a été complètement perdu et qu'on l'est toujours.
Ouais. Et parce que là, pour le coup, il utilise des trucs. Bon, il y a encore les doppelgangers. On va voir encore cette histoire de doppelganger. On peut supposer que c'est une autre dimension. Mais au niveau de la temporalité, on ne sait pas bien où on en est. On sait qu'il y a un saut dans le temps dans l'épisode. Et c'est extrêmement discret. Donc ceux qui font pas spécialement gaffe vont passer à côté, par exemple. Et voilà. Mais donc avant d'aborder ce 18 aussi, il y a un truc que je voulais préciser, c'est que ça ne m'arrive jamais de revoir des épisodes de série juste après les avoir vus. Et là, pour le coup, ça m'est arrivé 2 fois cette saison. Donc après l'épisode 8, je me suis rematé l'épisode le lendemain. Et pareil avec le 18, je me le suis rematé plusieurs jours plus tard. Mais autant pour le 10, ce qui c'est marrant, c'est que je vais rien vous cacher aussi, c'est que le 17 m'avait extrêmement emballé. J'avais adoré le 17. Quand j'ai maté le 18 la première fois, je l'ai trouvé très chiant et j'ai limite somnolé parce que voilà, là, c'est vraiment le contre-pied parfait de ce qui s'était passé précédemment. Et à la deuxième vision, c'est d'une richesse et d'une densité assez inouïe et je pense que tu peux le mater un bon paquet de fois avant de pouvoir essayer, enfin entrevoir de comprendre quelque chose. Après, je pense que les gens qui essayent de comprendre ce que Lynch, Frost, Chiant font, c'est peine perdue. Enfin, pour moi, j'ai lâché l'affaire depuis des années. Je sais que ce que fait Lynch, je peux pas tout comprendre. C'est pas le but. C'est pas vraiment là où je vais prendre mon pied, quoi. Et donc voilà. Donc je disais que j'ai revu ces épisodes-là, et ce qui prouve bien le bousin, quoi. Et le 18, abordons donc ce 18 qui, donc au niveau de l'esthétique, même au niveau esthétique, il est très différent des précédents, je trouve. C'est beaucoup de... Là, pour le coup, Lynch est très calme au niveau de sa caméra, il n'y a pas beaucoup de mouvements, c'est très serein comme ambiance. Au niveau du son, il n'y a quasiment aucun son. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effets sonores, alors que les épisodes précédents sont bourrés. À part la scène de sexe. Et à part oui, effectivement, une scène de sexe très triste d'ailleurs. Et voilà. Et bah écoute, vas-y, commence sur l'épisode 18, je vais voir ce que je peux rajouter derrière. Ouais. Alors déjà, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est Damon Lindelof qui l'a écrit, quoi. Alors, c'est un season final qui m'a fait beaucoup penser à celui de Lost, en fait. Je trouve qu'il y a des similitudes. Et là, je vais loin quand je dis ça, certainement pour certaines personnes. Parce qu'en fait, déjà, on a affaire quand même à une autre version d'un monde et des personnages qu'on a déjà eu le droit. Et on essaye, pareil, comme dans celui de Lost, de les réveiller, de faire ressentir quelque chose qu'ils ont vécu, se souvenir, le remember. Sauf que chez Lynch, tu n'as pas le droit au let go et au move on. C'est impossible. On ne peut pas lâcher prise et avancer. Alors pour moi, ce final, ce dernier épisode, j'entends, puisque donc l'avant-dernier épisode est, comme tu disais, suit quand même la trame principale, on va dire. Le dernier épisode, c'est le symbole de cet impossible retour à Twin Peaks. Celui pour les personnages, bien sûr, mais aussi pour nous, spectateurs, qui auraient été impliqués vraiment tout le long de cette saison. Il aura fallu s'accrocher et être patient, s'impliquer pour suivre cette odyssée Dale Cooper, comme elle aime à l'appeler beaucoup de personnes. On dit que cette saison 3, en fait, c'est l'odyssée Dale Cooper. Ouais. Sauf que Lynch, il semble nous dire, les gars, tu l'as fantasmé, la suite de Twin Peaks pendant 25 ans, la série qui a tout bousculé, sauf que c'est impossible de vous satisfaire tous, vous et vos fantasmes, vos rêves. Le temps a passé, on a vieilli, ça sert à rien de rejouer ce que l'on a déjà joué, nous avons changé. C'est une saison qui est totalement crépusculaire quand tu la regardes. La mort est partout, avec donc les fantômes de ces acteurs, de certains qui sont vivants à l'écran et qui sont morts dans la vraie vie. Tu as des doubles niveaux de lecture dans les langages de ce qui est dit sur ces personnages-là. Il y en a certains que l'on transforme comme David Bowie, comme tu disais, en théière. Il faut le voir pour le croire, ce truc-là. C'est bouleversant et il finit en même temps avec... ce que j'aime chez Lynch dans cette émotion qu'il nous procure, c'est qu'il le fait vraiment tel qu'on se l'imagine. Il y a une sorte d'autisme chez lui et une pudeur. Et c'est assez beau en fait, parce que c'est pas vraiment le moment où tu te dis il faut vraiment chialer, quoi. Mais il le fait passer comme ça très subtilement son émotion. Mais ouais, c'est très tendre. Ouais. À chaque fois, je trouve que effectivement, c'est pas forcé, ça passe tout seul, quoi. Et donc,
dans ce season final, pour moi, le Twin Peaks que l'on voit, ce nouveau monde auquel on a affaire dans ce dernier épisode-là, c'est plus le Twin Peaks d'avant. C'est un monde où il n'y a plus de magie. Tu conduis en voiture, c'est juste long et ennuyeux. Tu as énormément de scènes de voiture dans ce dernier épisode qui dure presque 10 minutes, où les personnages ne se parlent quasiment pas, et t'es juste en bagnole. Se prendre un coup de pied dans les couilles, ça fait mal aussi dans ce monde-là, alors que peut-être dans le Twin Peaks d'avant, ça aurait amené sur autre chose. Il y a quelque chose de banal, en fait, dans ce dernier épisode, pour citer extrêmement le mot que Paco Mtielman a dit dans un commentaire, et je trouve que c'est très juste. Même les locataires de la maison de Laura Palmer à la fin de cet épisode, ce sont les vrais locataires de notre vie à nous, de tous les jours. Ouais, ce sont les propriétaires de la vie de notre vie à nous. Il a été chercher ces gens-là pour les faire jouer. Et là, moi, j'adore ce plan aussi à la fin où tu as Dale et Laura qui descendent les escaliers de la maison de Laura, tout penaud. Ouais. Et c'est filmé d'une façon où tu as l'impression qu'ils redescendent, mais vraiment, au sens où ils ne sont même plus eux-mêmes. Ils ne sont même plus Dale et Laura. Il n'y a plus de fiction, c'est la fin. Mais le mal, par contre, et les ténèbres, eux, sont toujours là. Sont toujours là, ouais. Peu importe les époques et les mondes, Twin Peaks nous appartient, et c'est à nous maintenant, chaque spectateur, d'y voir ce que l'on a envie d'y voir. Et l'une des choses qui est aussi formidable avec cette saison 3, je trouve, c'est qu'elle existe, mais en même temps, elle pourrait très bien ne pas exister, elle n'annule pas les 2 autres saisons, et elle ne les abîme pas non plus, ni les théories qu'on pouvait avoir à l'époque. Parce que le mythe, il ne le brise pas, Lynch. Il nous laisse ça quand même. Oui, c'est ça. De toute façon, ils sont clairement plus Dale et Laura, vu qu'ils ne s'appellent plus comme ça. Lui, c'est Richard, et elle, c'est Connie ou Carrie, un truc comme ça. Et ce passage absolument... que je trouvais grandiose, où il la regarde, justement, après être descendu du perron de la maison, et qui lui fait... mais on est en quelle année? Et donc là, elle le regarde. Elle lui répond pas. Elle regarde la maison qui est donc censée être celle dans laquelle elle a subi des trucs en tant que Laura Palmer. Et là, une lumière s'éteint, si je me trompe pas. Ouais. On entend un cri. Enfin, on entend un prénom. Tout arrive un peu en même temps, en fait. Voilà. Et elle se met à hurler et... voilà. Et après, hop, on a un fondu au noir qui doit durer une bonne 1 minute 30 avant d'avoir un fondu où on revoit une image qui date d'il y a plus de 25 ans maintenant, où Laura Palmer chuchote quelque chose à l'oreille de Dale Cooper et le générique commence. Donc là, on vous a raconté complètement la scène finale de l'épisode. Petite question rapide. Donc Laura Palmer, au début de la série, elle est morte, mais il y a un flashback de quand elle murmure un truc à l'oreille. Oui, parce qu'en fait, ils sont dans une sorte de dimension parallèle qui s'appelle la Black Lodge, qui arrivera au grand cours dans les premières saisons, dans la première ou la deuxième saison, je ne sais plus exactement. Où en fait... Donc oui... En fait, c'est comme quand... des fois j'essaie de convaincre des gens à regarder Doctor Who et je leur explique des trucs qui me paraissent extrêmement sensés, par exemple la régénération, ce genre de trucs, et les gens me regardent et ils font genre mais de quoi tu parles mec? Et en fait c'est exactement ce qui est en train de se passer quoi. Je suis sûr que ce que vous dites c'est plein de logique, mais moi de mon point de vue je comprends rien à ce que vous racontez, vous êtes complètement défoncés. Mais c'est vrai que même pour nous il y a plein de trucs qui nous sont logiques mais dont on ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants. Ça c'est évident, mais après une fois qu'on commence à capter les histoires de dimensions, les histoires de doppelganger et compagnie, on peut commencer à entrevoir un début de sens, mais c'est quand même extrêmement tenu, et justement quand il arrive justement à cet épisode 18, il reprend toutes les cartes qu'on pensait avoir en main et il les rebalance sur le tapis quoi. Et effectivement, je pense que cet épisode 18, il est il fournit énormément d'hypothèses et de théories qu'on peut qualifier de lostiennes. Effectivement, il y a de ça. Même si personne ne regarde cette saison de Twin Peaks.
Mais ouais. Bah d'ailleurs, c'est bien que tu mentionnes Lost parce que j'y pensais quand j'expliquais mon truc. C'est exactement comme quand Hurley, dans la saison 4, explique à sa mère les 3 premières saisons de la série. Quand t'as regardé la série, c'est complètement logique, mais tu te places du point de vue de sa mère qui comprend rien et c'est genre, what the fuck, mec. C'est ça en fait, Twin Peaks. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, Damon Lindelof a dit qu'il ne serait jamais là s'il n'y avait pas eu Twin Peaks, donc tout est lié. Je pense que plein de séries ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu Twin Peaks, X-Files et compagnie, entre autres, effectivement. Alf. Oui. Schwing. Des petits chats. En tout cas, pour les 2 derniers épisodes, ce qui est absolument incroyable aussi, c'est que j'ai vu, il y avait des mecs là qui étaient en train de superposer les 2 épisodes en même temps sur des écrans dispatchés. Et en fait, ils diffusent les 2 épisodes en même temps et ils arrivent à voir des choses. Ah, ça c'était un procédé qui avait été utilisé dans le documentaire sur Shining, qui est l'excellent documentaire qui était passé, qui est sorti il y a quelques années, là, le Room 237, je crois. Et ouais, où il passait ça avec des séquences superposées l'une sur l'autre, effectivement. Bon, ça, par contre, ça vient du délire total, là, pour le coup. Même si j'adore ce genre de truc, je pense qu'il faut être complètement taré pour le faire. Mais pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Franchement, c'est comme Lynch tout le temps. Si tu veux rentrer dans le délire, tu vas y aller et kiffer. Si tu n'as pas du tout envie, tu vas rester à la porte et alors là tu vas souffrir de toute ton âme. Après de toute façon, il y a une scène qui symbolise parfaitement tout ça, moi je trouve, dans la saison. C'est un véritable bras de fer entre Lynch et son spectateur. Et donc tu as une séquence pareil dans un des épisodes de bras de fer qui est extrêmement longue. Au sens littéral, donc un vrai bras de fer. Un vrai bras de fer. Où là, Lynch, il pousse son spectateur à voir jusqu'où il est prêt à aller et à le suivre. Parce que donc la scène de bras de fer est dure. Et longue, ouais. 5-10 minutes. Over the top à côté, c'est oui. Hein. et le personnage de Mr. C qui fait le bras de fer revient des fois à la position initiale du bras de fer où ils sont tous les deux face à face et il dit cette phrase: revenir à la position initiale est plus confortable. Et c'est comme s'il nous disait je pourrais faire le Twin Peaks d'il y a 25 ans, surfer sur la nostalgie, ça serait facile pour moi et plus confortable pour nous le spectateur, parce que nous aujourd'hui on est nourris par tout ce qui est cinéma doudou, mais non, lui, Lynch, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'aller ailleurs, et il nous le prouve vraiment dans cette séquence et dans toute cette saison d'ailleurs. C'est très bien vu, effectivement. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est très parlant. Et en plus, ça intervient quasiment en milieu de saison, ça. Enfin, ça doit être aux alentours du 10 ou du 11, non ? Oh, c'est un peu plus loin, je pense. Je dirais 14. Ah ouais ? Ah ouais, j'aurais dit que c'était un peu avant. Donc, mais effectivement, c'est vrai que cette scène est très parlante. Et j'ai oublié aussi, il y a les personnages de notre ami James Belushi et notre ami Robert Knepper de Prison Break, comme quoi tout est lié. La formidable saison 5 de Prison Break aussi, n'oublions pas. Ouais. Qui est donc ils interprètent des frangins mafieux qui sont dans la storyline de notre ami Dougie Jones. On peut aussi mentionner Naomi Watts, qui est assez exceptionnelle aussi dans le rôle. Et on peut faire un swing de toute façon au casting féminin généralement chez Lynch. Le Pepper, il a de solides références dans ce cas-là. Même Mädchen Amick, qui est au-delà du swing, personnellement, elle est toujours là et est toujours aussi belle. Mais on s'égare un peu du sujet. Et où est Billy ? Et ouais, Billy, ouais. Mais Billy Crawford, vous voulez dire ? James est là. Et surtout, House Honey. On ne cherche pas la réponse. Si, on pourrait s'amuser à remater cette saison et noter tous les trucs dont on n'a pas la réponse. Ouais. Je pense que... J'ai même une question pour Seb qui n'a pas vu la série, mais il a peut-être la réponse. C'est vrai qu'il a peut-être plus de chances de trouver que nous. Si nous sommes comme un rêveur qui rêve et qui finit par vivre dans son rêve, qui peut bien être le rêveur ? Dis-moi, mon cher Seb. Mon chien, peut-être, éventuellement. Parce que moi, j'ai posé la question à Christopher Nolan, et là, ça fait 3 jours qu'il court à poil, avec un slip sur la tête dans mon champ, et il glougloute.
Je suis même pas sûr d'avoir compris la question, donc si tu veux, faudrait qu'elle soit écrite et que je puisse l'analyser, parce que là, ça me paraît quand même un peu compliqué. Je pense que Christopher Nolan qui glougloute, ça peut faire un très bon film. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de la question? J'espère qu'on a donné envie à nos auditeurs de se lancer dans l'aventure si ils ne l'ont pas fait. Ouais. En tout cas, clairement, toi et moi, on fait partie de ceux qui jugent le truc complètement indispensable et incontournable. Ouais. Et là, pour le coup, les lundis vont me sembler durs, plus que pour la fin de Game of Thrones, même si j'ai beaucoup aimé aussi la dernière saison de Game of Thrones. Là, il y a vraiment un côté orphelin qui va se sentir dans la semaine, je pense. Parce que ça faisait plaisir, cette petite dose. Ah bah, tu savais que tu allais voir quelque chose que tu n'avais certainement jamais vu et que tu n'es pas prêt de revoir. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'une saison 4, parce que j'ai vu déjà que quelques rumeurs se soulevaient à ce niveau-là, est-ce qu'une saison 4 est envisageable? Bah oui, mais pourquoi? C'est vrai. Bon, moi je dis oui, hein. Clairement je dirais oui, mais... En plus, il y a encore une petite piste pour moi dans l'avant-dernier épisode, encore où il nous fait un petit clin d'œil. Parce que du coup, à l'époque de la saison 2, il nous avait dit rendez-vous dans 25 ans. Ouais. Et là, il nous fait le coup de j'aimerais bien tous vous revoir, chacun d'entre vous réunis. Il dit ça à tous les personnages. Effectivement. Et c'est vrai qu'il y a plein de... Je reviens vite fait, juste là, de 10 secondes sur le 18. Il y a d'autres théories comme quoi, en fait, le personnage de Dale Cooper n'aurait jamais existé et qu'en fait, ça serait une sorte un tulpa de l'agent du FBI qui s'appelle Richard, donc qu'on voit dans cet épisode 18. Ouais. Qui aurait enquêté donc ou qui s'apprêterait à enquêter sur le meurtre de Laura Palmer, qui se créerait le personnage de Dale Cooper, qui est un flic du FBI absolument génial et compagnie. Enfin voilà, on part dans des tripes après avec des multiplications de personnages, de dimensions. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça se trouve cet épisode 18 se passe véritablement dans notre réalité, même si ça paraît un petit peu compliqué et difficile. Au niveau de la temporalité, mais il existe une réalité où il y a Monica Bellucci et peut-être David Lynch, alors pourquoi pas? Bah ouais, effectivement. mais effectivement, Monica Bellucci joue le rôle de Monica Bellucci, donc ouais. Après, est-ce que cet épisode 18, et même est-ce que cette saison 3 dans sa globalité intervient avant ou après le meurtre de Laura Palmer? C'est plein de questions qu'on est en droit de se poser et dont on n'aura probablement jamais véritablement la réponse, même si on a, pour moi, je considère qu'on a une multitude d'indices qu'on peut interpréter chacun différemment. Pardon. Et pour moi, putain, c'est vrai que c'est moche de partir, de nous laisser comme ça orphelins. De cette grande œuvre qui est donc la saison 3 de Twin Peaks. Mine de rien, on a vu un sacré morceau là. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Je pense qu'on a donné envie à Seb de se lancer définitivement dans le truc. Ben ouais, mais enfin moi je suis curieux de comprendre un peu tout le bordel de ce que vous avez raconté, parce que j'ai rien compris à cette émission, pour être honnête. Donc j'essaierai de me procurer la saison 1 comme j'avais prévu, mais vu que Netflix m'a un peu enfuyé, bah voilà, mais un jour, oui. Ça serait marrant d'ailleurs que tu nous redonnes à ce moment-là, quand tu auras tout visionné, tu nous redonnes un peu ton ressenti. Ça serait... Ouais, bah déjà je vais regarder la première saison, si j'aime pas, je vais pas me taper les deux autres. Faut pas déconner. Ah, je n'aime pas du tout Lynch, donc forcément je pars déjà avec un petit handicap, quoi. Et un a priori assez négatif. Mais alors quand t'aimes pas Lynch, dis-moi en plus, tu n'aimes pas Lost Highway, t'aimes pas Mulholland Drive, lesquels t'aimes pas du tout? Dune, qui est une grosse merde absolument irregardable alors qu'elle est culte. Je sais pas si c'est... je crois pas que j'ai vu Lost Highway, j'ai vu Mulholland Drive qui m'avait bien fait chier. J'ai vu un justement avec Kyle MacLachlan qui s'appelle Blue Velvet, c'est possible, c'est ça? Oui. Ça m'avait fait chier aussi. Même son Elephant Man, j'ai pas aimé. Ah, c'est bizarre. Donc voilà. Bah du coup je te conseillerais. Alors que oui, justement, Elephant Man je trouve assez différent des autres, quoi. C'était pas un gros délire masturbatoire genre Inland Empire, donc j'ai vu qu'une bande annonce et ça m'a suffi. Mais le film est pire. Non, j'ai pas aimé quand même. Peut-être qu'il faudrait que je revoie parce que je l'avais vu il y a quelques années et Inland Empire pour le coup depuis, mais...
fait quand même, je le remettrai à l'occasion, mais il fait quand même quasiment 3 heures, et là c'est quasiment 3 heures de cinéma expérimental à fond les ballons, et je pense que c'est aussi pour ça que Lynch a mis énormément de temps après à faire quelque chose, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas tourné le pépère. Et c'est aussi pour ça qu'on est très content de son retour. Donc, on va passer au sujet suivant, parce que finalement, on a quand même parlé pas mal de cette petite saison 3 de Twin Peaks. 50 minutes. Et très bien, maintenant... Alors que vous ne saviez même pas si vous alliez faire 5 ou 10 minutes au départ. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'une fois que l'émission sera terminée, on se dira, mais merde, j'ai pas parlé de ça et compagnie, mais bon, ça nous fait ça à chaque fois. Et donc on va aborder la deuxième partie de l'émission avec quelque chose de plus court et de plus léger, qui va peut-être parler à plus de monde aussi. C'est donc les séries, le series final, le seasons final, qui nous ont frustrés ou qui nous ont carrément déçus. Donc Seb, comme t'as pas parlé beaucoup, on te laisse l'honneur. Ouais, on va commencer directement par un petit hors catégorie. On va éviter d'en parler trop, mais Alf, perso, j'ai encore mal. On a aussi Nip Tuck, qui était devenu naze bien avant le series finale, donc on va complètement zapper. Ah, c'est ça. Mais on parle de bonnes séries, et là, on a Oz. Je la mets vraiment hors catégorie, parce que en tant que fin de saison, c'est bien, en tant que fin de série, c'est décevant. Ceci dit, la raison pour laquelle je le mets hors catégorie, c'est justement comment tu termines une série pareille. Ouais. Tu peux pas avoir une fin globale où chaque prisonnier sera libéré, tué, évadé ou autre. C'est impossible. Effectivement. Donc, on donne une poignée de plus ou moins conclusions, comme par exemple Alvarez, qui a un très très bel arc narratif autour du perso. Reste le gros point noir pour moi de l'épisode, la conclusion de l'affrontement entre Chillinger et Beecher. C'était méchamment bâclé et ça méritait bien mieux. Alors remets-moi un peu justement, parce que c'est vrai que j'avais zappé Oz, qui est une série que j'adore vraiment, et c'est vrai que là vous me demandez de vous raconter le final, je serais incapable de vous dire ce qui s'y passe. Donc remets-moi vite fait ce qui se passe entre Beecher et Chillinger. Il joue une pièce de théâtre et il y a un faux flingue et quelqu'un échange le faux avec un vrai flingue et du coup Beecher tue Chillinger. Ah oui, c'est vrai que c'est très... Ouais. C'était assez bâclé. Ouais, quoi. Effectivement. Mais pareil, peut-être que les conditions de la série faisaient que... Est-ce qu'ils savaient que c'était vraiment la dernière saison ou pas? Je pense que oui, ils savaient que c'était la fin. Parce qu'à la fin, la prison, justement, il la quitte. Il la quitte, ouais. Ils vont dans une autre, parce qu'il y a un problème, je sais plus quoi, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais ils quittaient la prison. Donc ouais, c'était un vrai series finale. C'est vrai, effectivement, j'avais bien vu, j'avais oublié que le final de Oz n'est pas particulièrement mémorable. Pas faux. Donc je vais passer maintenant aux deux autres, les deux qui sont pas hors catégorie. Puisque cette année, Buffy célèbre ses 20 ans, moi je vais... qui d'ailleurs a eu droit à 2 sorties, toutes les deux réussies d'ailleurs à mon sens. Intéressons-nous plutôt à son spin-off que j'ai toujours préféré à la série mère, à savoir Angel. La saison 5 était globalement décevante, elle était au niveau de la première, voire par moments en dessous. J'adore les saisons 2 à 4, certains arcs narratifs au milieu de ces saisons étant absolument monstrueux. Mais là il y avait une fausse bonne idée que je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient jamais vu. Et en même temps, même s'il y a des épisodes qui sont au-dessus du lot, dont celui où Angel se transforme en marionnette, qui est hilarant, même s'il y a Spike qui rejoint la série, Buffy étant terminée, ça passe moyen en fait. Puis ça gâche la conclusion à laquelle a eu droit Spike dans Buffy. T'as le 100e épisode qui est réussi, mais la série est annulée. Ils doivent donc... ils ont la place, ils ont les moyens, puisqu'ils savaient quelques épisodes avant, qu'ils allaient devoir donner une vraie conclusion à la série. Et même si elle est pas mal, à savoir le combat ne s'arrête jamais, ça laisse sur sa fin parce que c'est un putain de cliffhanger quoi. Et c'est super frustrant quoi. Donc Bastien, t'avais vu toi Ouais, j'ai vu les deux. Ouais, j'ai vu les deux. Ouais. Après, pour Angel, pour le coup, c'était extrêmement frustrant de ne pas avoir une suite. Ouais, Buffy avait une vraie conclusion. À la base, la série avait été annulée après sa saison 5, qui se terminait merveilleusement bien, justement sur son 100e épisode. Et puis, la série a été rachetée par une autre chaîne au dernier moment. Ils ont fait 2 nouvelles saisons. Et ils ont réussi à filer une nouvelle bonne conclusion à la saison 7. Donc, bravo. Mais Angel, je trouve ça super frustrant, surtout quand tu sais que tu dois terminer ta série, quoi. Bon, après, il y a les comics, etc. Mais ça intéresse pas grand monde, je pense. Ah, ça a moins de retentissement. Ouais. Et alors donc ton autre série? La petite série bien sympa qui pétait pas plus haut que son cul et qui était vraiment fandard à suivre, c'était Chuck. C'était pas parfait, mais il y avait la bonne humeur et une galerie de personnages secondaires absolument formidables qui faisait qu'on pardonnait tout le reste, comme la romance naze par exemple.
Sauf que c'est le genre de série qui a commencé à se prendre au sérieux là où elle aurait jamais dû. Et sa dernière saison est complètement gâchée par ça. Et son final qui est super ouvert pour une éventuelle suite, c'est du foutage de gueule qui revisite quelques moments clés de la série pour jouer sur une sorte de nostalgie facile. Et ça m'emmerde parce que la saison avait beau être décevante, il y avait encore du potentiel, surtout comme je disais sur les personnages secondaires. Il y a quelques petites choses qui sont bien géniales, mais à trop se prendre au sérieux, quand on n'a pas les capacités d'écriture, forcément ça joue contre toi. Donc voilà, je trouvais Chuck vraiment très très bien, alors que c'est vraiment pas une série extraordinaire, hein, mais voilà, ils se sont pris au sérieux et ils se sont pris les pieds dans le tapis en même temps, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Bastien, c'est quoi tes petites... moi, quand on m'a posé la question, il y en a un qui est sorti tout de suite de ma tête. Ça va être polémique, mais parce que justement c'est une série adulée de tous, et par moi-même aussi. C'est Breaking Bad. J'adore cette série, mais le série finale de Breaking Bad m'avait extrêmement déçu à l'époque. Merci quand même. Parce que j'ai trouvé que c'était un série finale qui ne proposait rien d'inattendu, et même dans l'émotion, j'avais rien ressorti. L'épisode, en sortant de cet épisode-là, j'étais dans une indifférence totale. Et c'est peut-être la pire des choses que tu peux ressentir en regardant un série finale. Parce qu'à la fin de Six Feet Under ou de Lost, j'ai pleuré pendant 20 minutes. À la fin de The Shield, j'étais sur le cul. À la fin de Twin Peaks, là, cette semaine, juste après, j'étais sur tous les forums pour lire les commentaires, les théories de tout le monde, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Pour le final de Dexter, j'étais mort, mais de rire, là, ce coup-ci. Je pleurais. Hein. Mais à la fin du série finale de Breaking Bad, j'ai été me coucher et j'ai dormi tranquillement. C'était ça le problème. Parce que il est de bon ton de dire que Ozymandias, l'avant-dernier épisode, est le point culminant de la série. Ce qui est vrai. Mais après, il te restait quand même 2 épisodes. Et c'est quand même dommage qu'ils aient pas réussi à raconter vraiment quelque chose dans ces 2 derniers épisodes, je trouve. T'as pas une grande scène d'acteurs dans ces 2 derniers épisodes. Parce que par exemple, The Shield, à la fin, ils avaient réussi à faire de cyclisme. Il avait un charisme, c'était Brando, Pacino, De Niro réunis, quoi. Le mec, il était puissant. Alors que là, les mecs, ils ont Bryan Cranston qui était excellent toute la série. Et je trouve qu'il a une séquence dans le dernier épisode incroyable. Et même sa mort avec la musique à la cool des 70s, voilà, quoi. Breaking Bad, c'est l'histoire d'un mec qui a le cancer. À la fin, ça va finir comment? Il meurt. Ouais, d'accord, mais j'aurais bien voulu que ça me donne quelque chose en plus, tu vois. Et je pense que Vince Gilligan et sa clique, ils ont fait le minimum syndical. C'était en plus l'époque où tous les séries finales, ils s'en prenaient plein sur la gueule. T'avais Lost qui en avait versé des tonnes de merde dessus. How I Met Your Mother, ça devait être aussi un peu à la même époque. Donc les mecs, ils ont fait profil bas, ils y sont allés à reculons. Ils ont essayé de plaire au plus grand nombre, mais malheureusement, ils n'ont pas été chercher à faire un truc super original. Et c'est un peu dommage. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Les 2 derniers épisodes de Breaking Bad étaient de trop. Moi en fait je l'aime bien ce final, mais tu citais The Shield, et justement en fait j'espérais une fin comme The Shield, c'est-à-dire que en gros t'avais plusieurs options qui étaient possibles, et The Shield est pour moi un des meilleurs séries finales au monde, parce que toutes les options que tu avais imaginées ont été complètement dégagées à l'avant-dernier épisode. Donc tu te retrouves sur un series finale où tu ne sais absolument pas la direction que tu vas prendre, et tu te prends une claque dans la gueule. Je trouve ce final monstrueux. Breaking Bad a pris une des fins à laquelle on pouvait s'attendre. Donc oui, sur ce point, c'est vrai que c'est un petit peu décevant, ouais. Mais je l'aime bien quand même. Grande série, quoi. Mais après, oui, évidemment, Mais c'est dommage, il y a toujours cette petite tâche dans ma tête qui fait que justement The Shield est effectivement au-dessus. Au-dessus. T'as un autre exemple à donner, Bastien? Non, j'ai que celui-là en tête. Après, c'est des séries pour la plupart où c'était déjà un petit peu perdu d'avance avant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des séries qui nous offraient plus vraiment ce qu'on voulait. Justement, Seb disait Nip Tuck, effectivement. Moi, j'avais lâché l'affaire très tôt, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de finale de série qui m'est déçu. À la rigueur, je pourrais, et encore ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais le final de Battlestar Galactica, même si je l'adore et compagnie, j'allais justement y venir. Je peux comprendre qu'il soit un petit peu frustrant et qu'on puisse le considérer comme raté.
J'ai pas de problème avec ça, moi je l'aime beaucoup, mais effectivement c'est pas la meilleure conclusion qu'ils auraient pu offrir à la série. Après, bon, vous citez pas Lost parce que je connais votre point de vue dessus et que moi justement, voilà, je le donne pas non plus parce que la série me donnait plus que je voulais depuis déjà quelques temps. Après, je vous tiens, enfin, vous êtes gentil et de ne pas citer le final des Sopranos, parce que même si Bastien, je sais que t'apprécies, je suis pas sûr que Seb, tu sois aussi dingue de ce final que nous. J'aime pas spécialement le final, mais j'ai jamais été non plus un très gros fan de la série. J'aime bien, mais voilà quoi. Donc le final, je m'en cogne un peu en fait. Et après, non, moi je vous dis, j'ai pas vraiment d'exemple en particulier là-dessus. Donc ouais, tu voulais parler du final de Battlestar, Seb ? Ouais, parce qu'en fait, comme moi j'ai pris deux séries dont la dernière saison m'avait particulièrement déçu. Donc Battlestar Galactica, pour le coup, j'ai bien aimé la dernière saison, mais et j'aime bien le final. En fait, ce sont les 10 dernières minutes que j'aime pas. J'aime bien l'idée, je la trouve même brillante, mais elle est martelée, quoi. Et c'est pas nécessaire du tout. C'est des histoires d'anges, tout ça, ça va un peu casser les couilles. Donc, ça manque de finesse. Les 10 dernières minutes, quoi. Mais sinon, c'est quoi ? Il fait 1h30 le dernier épisode. Oui. 1h35, et je le trouve absolument formidable, à part ces 10 dernières minutes où le message est martelé, quoi, alors que tu pouvais faire un truc beaucoup plus simple. Le passage où Gaius descend avec numéro 6 ou je sais plus quoi, moi j'avais chialé à ce moment-là, je crois, dans la série finale de Battlestar, où il explique qu'il va pouvoir faire pousser un je sais plus quoi, construire un petit truc et s'installer là, et il se met à chialer parce que c'est un peu des hippies quand même. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est que effectivement Battlestar était quand même reconnu pour être une série d'une intelligence assez folle et d'une finesse assez folle. Je me souviens que par exemple il y avait des épisodes qui avaient été montrés à l'ONU ou quelque chose comme ça. Et effectivement le final, lui par contre, est pas voilà, c'est pas écrit avec la finesse qu'on connaissait la série. C'est en ça que c'était un petit peu un chouïa en dessous de ce qu'on pouvait attendre, même si ça reste une conclusion qui est une conclusion et qu'elle soit quand même cohérente et satisfaisante avec le reste de la série. Après, faut dire aussi que c'est déjà pas facile de trouver une bonne conclusion à une histoire, que ce soit un film ou un roman. Là, en l'occurrence, quand tu fais une série, ça devient encore plus compliqué de satisfaire tout le monde, ce qui est absolument impossible, et ça devient vite un casse-tête, surtout quand tu as plusieurs idées. C'est un truc que je déteste dans les Blu-ray ou DVD, quand on te met la fin alternative ou ce genre de truc, je me dis, les mecs, faut faire un choix. Oui. Et voilà, les séries, elles font un choix, et c'est pas forcément toujours les plus réussis, mais c'est vraiment un truc compliqué à faire, quoi. Ah, c'est sûr que c'est vrai que c'est toujours en plus assez intéressant justement de comparer les différentes fins alternatives sur certains films, parce que c'est vrai que des fois ça passe du tout au tout, hein, et ça peut complètement te changer la vision d'un film. Et là j'ai un exemple qui me vient en tête pour un film, c'était le ennemi rapproché avec Harrison Ford et Brad Pitt. Et je sais pas si vous vous souvenez du truc, les garçons, mais là dans la version que tout le monde connaît, donc Harrison Ford tue Brad Pitt qui est un agent de l'IRA, si je ne me trompe pas, et donc en gros c'est un happy end complètement classique, alors que la fin qui était envisagée au départ et pour laquelle à la fois Brad Pitt et Harrison Ford avaient signé, c'était que Brad Pitt tuait Harrison Ford. Et donc là, pour le coup, on avait une fin un peu amorale et assez choc. Et du coup, les producteurs ont changé leur fusil d'épaule en cours de tournage. Et du coup, le film est complètement tombé dans l'oubli à raison, quoi. Donc, c'est beau l'histoire du cinéma. N'est-ce pas ? Et je pense qu'il y a des dizaines et dizaines d'exemples qui peuvent être... Bah écoute, écris un livre et lance un Kickmaster ou je sais pas. Les meilleures fins. Ce serait un livre avec que les fins. Voilà, les 10 meilleures fins de l'histoire du cinéma. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être marrant de faire une sorte de classement comme ça. Bon, est-ce qu'on aborde la petite partie café du commerce de l'émission ? On va la faire short, on va la faire rapide. Donc c'est une petite nouvelle rubrique qu'on fera peut-être pas à chaque fois, mais bon, si on peut, ça serait cool. Donc on va discuter vite fait de certains événements qui se sont passés dans le monde du 7e art récemment. Là par exemple cette semaine on peut rapidement évoquer l'éviction de l'excellentissime Colin Trevorrow qui était donc à la barre du Star Wars 9.
Épisode 9. Épisode 9. Si du coup on peut récupérer Ryan Johnson, réalisateur du 8ème, sur le 9ème, ça m'arrangerait vu que c'est par exemple lui qui a réalisé l'excellent épisode Ozymandias de Breaking Bad. Oh là là, tout se rejoint. Ouais, bah oui, moi je préfère que ce soit lui. Après, c'est bon débarras quoi. Après, Kathleen Kennedy, elle aime beaucoup Ryan Johnson. C'est pour ça qu'il a eu absolument aucun problème sur le tournage, contrairement à tous ceux qui ont fait des films depuis l'épisode 7 finalement. J.J. Abrams aussi a été tranquille. Donc après on a eu, j'ai oublié comment il s'appelle, mais le mec qui a fait Rogue One qui s'est fait dégager pour les reshoots. Maintenant on a Lord et Miller qui se sont fait dégager de Han Solo pour qu'on mette à la place Ron Howard, qui est génial, putain. Et là donc maintenant on a Trevorrow avant le tournage, donc tant mieux. Oui, à la rigueur. Qui se fait dégager de l'épisode 9. Donc, voilà, enfin je veux dire, quand t'as des reshoots où tu peux discuter derrière de qui est vraiment le réalisateur du film, du coup là en l'occurrence le film il était que au stade de l'écriture, donc ça va, on va se calmer, c'est pas encore trop grave, on s'en bat les couilles quoi. En plus le mec a fait Jurassic World, on s'en fout quoi. Non, c'est ça. Et oui, effectivement tu parles de Ryan Johnson et apparemment autant lui que les prods, tout le monde a l'air d'être très satisfait de ce qu'ils ont fait, donc est-ce qu'il va se réatteler à la tâche pour le prochain récemment, il répondait à quelqu'un sur Twitter, c'était pendant l'été, qui lui demandait s'il avait envie de retravailler sur un Star Wars, et il disait mais je signe directement quoi. Donc à mon avis c'est plutôt joué quoi. Ouais, alors qu'on aurait pu, ils auraient pu prendre un peu de risque et nommer d'autres réalisateurs complètement. Je sais pas quel réalisateur t'aurais aimé, Bastien? J'ai réfléchi justement parce que je sentais venir la question et pour la déconne. J'aurais dit Xavier Dolan, parce que je pense que dans le 8, ils vont nous faire l'histoire de Luke qui est le père de Rey. Et dans le 9, peut-être qu'on va savoir qui était la maman. Donc une petite maman un petit peu névrosée qui pose des problèmes. Donc je me suis dit avec Nathalie Baye. Et je me suis dit que Xavier Dolan peut être intéressant. Mais après, pour pas la blague, pas facile. J'ai pensé à Matthew Vaughn, parce que je trouve que c'est un réalisateur actuellement qui reprend un peu comme ça aussi des licences et qui en fait des choses bien. Et sinon après c'est vrai, j'ai pas trop de. J'aimerais bien que ce soit pas Ryan Johnson justement pour changer quand même. Ouais, moi je trouve que Joseph Kosinski par exemple a beaucoup de talent visuel. C'est le mec qui a fait Oblivion avec Tom Cruise. Et bon là pour le coup le film est vraiment naze, mais le Tron Legacy c'était lui aussi. Mais je trouve qu'il a beaucoup de talent visuellement et je pense vraiment qu'il aurait pu faire du travail très intéressant sur un Star Wars. Donc j'espère encore le voir sur un spin-off. Comme Zack Snyder d'ailleurs, que j'aimerais bien voir sur un spin-off aussi. J'aimerais bien voir Zack Snyder sur un film de SF pur. Et Michael Bay aussi, mais pour une raison différente. Mais je pense pas qu'il pourrait travailler sur un Star Wars. T'imagines Zack Snyder sur un Star Wars, mais ça fait casser l'internet, hein. Ah oui. Surtout déjà que les gens détestent Snyder, et puis maintenant Star Wars est mort pour la deuxième fois, donc... Ah ouais, non mais là... J'en connais quelques-uns qui vont péter un câble. Mais ça pourrait être intéressant de mettre un réalisateur d'une sensibilité, je vais dire, autre qu'occidentale, par exemple un Asiate, ça pourrait être sympa. Genre, je sais pas qui dans la nouvelle génération asiatique on pourrait mettre, mais à la rigueur tu mets un Tsui-Hark ou Bong Joon-ho sur un Star Wars. Un Tsui-Hark sur un Star Wars, putain, je donnerais tout mon argent, quoi. Ça fait pas beaucoup, mais je paierais pour voir ça, quoi. Et un retour de George Lucas pour conclure, ça serait sympa aussi. Oh putain, ça serait beau. Ça aussi, ça serait beau. Donc ouais, au final, effectivement, comme tu l'as dit, Seb, cette éviction de notre ami Trevorrow, on verra... Moi, j'ai pas compris l'info quand elle est passée, en tout cas, parce que c'était marqué, le mec est viré pour différents créatifs. Alors, je me suis dit déjà, depuis quand Colin Trevorrow a des velléités créatives? Ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit le Gorafi, mais en fait non. non, là pour le coup c'était pas le Gorafi. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'il y a un autre sujet quand on a vu passer dans la semaine qui vous a interpellé, les gars? On peut, je sais pas si vous l'avez vu, on peut en toucher deux mots vite fait de la bande-annonce du nouveau film de Philippe Lachaud et de son copain Épouse-moi mon pote ou je ne sais quoi. Je l'ai pas vu la bande-annonce. Eh ben écoutez, chers auditeurs, si vous n'avez pas vu cette bande-annonce, allez tout de suite la voir, ça va vous donner envie d'avoir ce monument qui s'annonce du 7e art. Donc ça s'appelle Épouse-moi mon pote. Donc je vous fais le pitch vite fait à ce qu'on comprend dans la bande-annonce. Donc c'est un jeune arabe qui est en situation irrégulière en France et qui, pour pouvoir rester dans notre beau pays, est obligé de se marier, sauf qu'il ne trouve aucune femme pour se marier avec lui, et donc il a l'idée de se marier avec son meilleur pote.
Et donc voilà, donc dans la bande-annonce, généralement on met des gags, des bons gags et tout, donc déjà là c'est à peu près consternant à tous les niveaux. C'est pareil, c'est beauf, c'est d'une finesse que même notre ami Jean-Marie Bigard ne trouverait pas à son goût. Enfin voilà, ça fait très très peur que des gens puissent mettre de l'argent là-dedans et que des gens aillent voir ça. Et puis finalement, ça fait encore plus peur que notre ami Philippe Lachaud soit du coup attelé à Nicky Larson, même si au départ je voulais lui donner un petit peu, lui accorder le bénéfice du doute. Là non, c'est plus permis quoi. Et puis c'est un pompage de quand Harry rencontre Chuck, ou non, quand Chuck, enfin bref, c'est un truc d'Adam Sandler avec Kevin James, dans lequel ils sont deux pompiers et ils se marient. Mais l'avantage de ce film-là, c'est qu'il y avait Jessica Biel. Ah, Schwing. Et là, ils n'ont pas Jessica Biel. Non, ils n'ont pas de Schwing. Non, ils n'ont pas de. Ouais, ils ont peut-être Alice Eve. Non, je crois pas. J'ai pas vu grand monde dans la bande-annonce. Non, je crois pas qu'elle y ait. Et pour vous donner envie peut-être de regarder la version américaine, Jessica Biel est en sous-vêtements dans une scène et à un moment elle est aussi dans un costume de chat. Schwing. Très moulant. Schwing. Donc voilà, si vous voulez regarder, si vous voulez supporter une comédie avec Adam Sandler et Kevin James, il y a une bonne raison de le regarder. Elle s'appelle Jessica Biel. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, messieurs, pas de choses à signaler, pas une sortie DVD que vous aimeriez mettre en avant ou quelque chose, non? Non, pas aujourd'hui. Très bien. Eh bien, on garde ça pour la prochaine fois. Sur ce, nous allons conclure cette formidable émission. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, donc Bud le podcast. Donc n'oubliez pas, je vais encore vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Grumpy Seb. Donc sur Twitter, vous pouvez retrouver Seb sous le nom de Grumpy Seb, Bastien sous le nom de Manuel Ferrara et vous pouvez me retrouver sous le nom d'Alphonse Dadet. Voilà, sur ce, nous vous laissons. On vous souhaite de bons visionnages. Passez beaucoup de temps devant Twin Peaks à regarder la série, à échafauder des théories. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Hello.